Merci de contribuer à cette prise de conscience de l'opinion publique par vos actions de tous les jours en tant que journaliste, en tant que militant, en tant que responsable associatif, membre d'ONG. Cela est très important. Aujourd'hui, le monde politique est très en retard. Par exemple, certains agissent localement. Dans le 2e arrondissement, nous faisons des repas végétariens depuis maintenant plusieurs années. Et aujourd'hui, chaque jour, dans les cantines scolaires du 2e arrondissement, il est possible pour un élève de s'alimenter de façon non carnée parce que cela contribue à bien le nourrir, parce que les repas non carnés, ce n'est pas des repas juste sans viande, c'est des repas pensés pour être bons, savoureux, roboratifs, mais sans avoir recours à la chair animale, et permettre à des générations d'élèves depuis plusieurs années de se nourrir de cette façon à la cantine, c'est démontrer qu'on peut très bien avoir une alimentation équilibrée, saine et savoureuse sans avoir besoin de tuer des animaux pour cela, pour se nourrir. Et je pense qu'au-delà de l'acte concret que cela pose, cela permet aussi de contribuer à l'éducation de la jeunesse pour que ceux-ci, une fois qu'ils soient adultes, puissent comprendre que on peut changer ses habitudes, on peut faire autrement, et qu'il est indispensable d'avoir pour priorité, pour seul viatique, comment nous vivrons-nous demain sur cette planète si il n'y a plus cette nature qui est en train de mourir sous nos yeux, cette nature dont nous sommes issus et qui nous porte, mais qui nous n'appartient pas, à laquelle nous appartenons, et sans laquelle il n'y a pas de vie humaine possible sur cette terre. C'est sous toute cette prise de conscience qu'il convient de pouvoir opérer auprès du grand public. Et donc merci à vous toutes et à vous tous d'y contribuer au quotidien dans l'ensemble de vos engagements. Merci beaucoup et très bon colloque. Excusez-moi, je vais passer la parole à Richard Richard Varro, oui, le voilà. Richard Varro, donc, qui est le président de l'association des journalistes et écrivains pour la nature, et maintenant, non plus l'environnement, mais l'écologie, et vous avez raison, c'est beaucoup plus large. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Richard Varro, le président de l'association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. Une association historique puisque fondée en 1969, avant le ministère de l'Environnement en France, qui a été créé qu'en 1971. D'ailleurs, les JNE fêteront leurs 50 ans en 2019 et ils espèrent aussi exister au XXIe siècle. Enfin, ça, c'est un espoir. C'est pas une prédiction. L'association rassemble plus de 200 journalistes et ou auteurs du monde de l'environnement, de la nature et de l'écologie. Depuis ses origines, elle porte un regard critique et constructif sur l'animal et sa perception dans nos sociétés. Je vous remercie d'avoir presque rempli cette salle par votre présence. Je remercie aussi la mairie du 2e arrondissement de Paris pour sa participation à cet événement, ainsi que ses personnels. Je remercie aussi les Verts au Parlement européen et l'Alliance libre européenne pour sa participation. Je vous souhaite à tous d'excellents échanges sur la condition animale. Et je vais laisser la place maintenant à Georges Chapoutier, qui est neuroscientifique et philosophe et également membre des JNE. Je fais un petit aparté pour vous dire qu'il ne faut pas consommer dans cette salle, donc ni boisson, ni alimentation. Voilà. Donc en vous remerciant de ce petit détail. Donc, merci à monsieur le maire du 2e arrondissement de nous accueillir ici. Merci à vous tous d'être présents. Merci au JNE d'avoir organisé ce colloque.
très utile. Et donc, on m'a demandé, pour commencer, de vous présenter brièvement, en quelques minutes, un point assez central de la protection animale, qui est la question de la sensibilité animale, qui évolue beaucoup, et sur le plan scientifique, on va en voir des exemples tout à l'heure, et sur le plan juridique, vous savez que l'animal est devenu un être sensible dans le Code civil en 2015, et sur le plan moral, bien entendu. Pardon ? Oui, mais proche du micro, pardon. Merci, monsieur. Alors, bien sûr, la sensibilité animale est perçue de façon très différente selon les civilisations. Je ne vous parlerai pas des civilisations du Nouveau Monde, que je ne connais pas bien, des civilisations de l'Extrême-Orient, que je connais beaucoup mieux. Je me limiterai à notre civilisation à nous, la civilisation occidentale, si vous voulez, européenne et occidentale, et elle prend un point décisif avec la philosophie de Descartes, au XVIIe siècle. Descartes dit, en substance, le corps animal et le corps humain sont des objets. Et en ce sens, il n'a pas tort. Il permet l'émergence de la biologie en tant qu'étude du corps de façon matérielle, objective. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, certes, le corps humain et le corps animal, ce sont des objets, mais l'homme lui-même, il échappe à ce statut. Parce qu'en plus de son corps, il a une âme qui provient de Dieu. C'est le dualisme cartésien de l'âme et du corps. L'animal, lui, n'a pas d'âme, et donc, il n'a pas cette possibilité d'échapper à son statut de corps, de système matériel, que Descartes assimile de façon assez maladroite aux automates de son temps, qui étaient assez modestes. Et donc, l'animal, c'est un objet, c'est un système sans pensée, sans affection, c'est un système, c'est une machine. Nous verrons que nous sommes encore très marqués par cela. En fait, Descartes n'a pas beaucoup développé ce point. Ça reste assez théorique dans ses écrits. Il est mort assez jeune, il aurait peut-être nuancé son propos s'il avait vécu plus longtemps. En fait, c'est, comme souvent, c'est son élève, Malebranche, qui a caricaturé la pensée du maître, et c'est lui, Malebranche, qui tapait sur des chiens, et lorsque la pauvre bête aboyait, disait « Regardez, c'est exactement comme une horloge qui sonne l'heure ». Plutôt qu'une position post-cartésienne, ce qu'on dit habituellement, les positions qui traitent les animaux comme des objets devraient, à mon avis, être plutôt qualifiées de positions mal branchées. Alors, les positions post-cartésiennes ont eu deux conséquences fondamentales, une positive et une négative. La positive, je l'ai vu tout à l'heure, c'est le développement de la science, le développement de la biologie. Puisque le corps est un système matériel, on peut le comprendre, l'analyser, le disséquer, le viviséquer, voir comment il fonctionne. C'est ce qu'a fait la science depuis Descartes, et notamment avec les travaux du XIXe siècle, qui ont été théorisés par Claude Bernard et quelques autres. On a compris petit à petit comment fonctionnait le corps animal et donc le corps humain. Négativement, je l'ai dit, la conséquence, elle est morale. Elle est d'avoir traité les animaux comme des machines, et de façon souvent abominable, on y reviendra tout à l'heure. L'intérêt, alors, un exemple, si vous voulez, moderne de ce traitement des animaux comme des machines, j'en ai un des tas, mais voilà un. Vous connaissez la fièvre afteuse, qui est une maladie qui se transmet dans les troupeaux, mais pas aux êtres humains, ça se transmet entre les animaux. Lorsqu'un troupeau est atteint de fièvre afteuse, on tue les animaux, on fait des monceaux de cadavres dont vous avez vu les photos dans la presse, et on dit ça coûte moins cher de les tuer que de les vacciner. Voilà un exemple parmi des milliers d'autres de l'animal cartésien, post-cartésien de nos jours. Curieusement, par un retour de la science, si j'ose dire, la science cartésienne puis bernardienne, qui a analysé petit à petit le corps de l'animal, on s'est aperçu, à force d'études, que l'animal fonctionnait comme nous. Plus on étudiait son fonctionnement, plus on s'apercevait que les animaux, et notamment les animaux proches de nous, les vertébrés par exemple, fonctionnaient de façon tout à fait similaire à nous. Ils mangeaient comme nous, ils se sécrétaient comme nous, ils respiraient comme nous, ils se reproduisaient comme nous, ils avaient de l'affection comme nous, ils avaient de la sensibilité comme nous, un point sur lequel nous allons revenir. Et donc, ce qui était à l'origine une coupure proposée par Descartes et ses successeurs entre l'homme et l'animal, à force de développer la science, s'est avérée au contraire comme une parenté. La science est revenue en arrière sur ses prémices, si j'ose dire. Deuxième point qui va dans le même sens, la science développe la théorie d'évolution qui montre que non seulement l'homme est proche de l'animal par ses mécanismes biologiques ou génétiques, mais qu'il est issu de l'animalité. L'homme est un primate, très proche cousin des chimpanzés, avec qui il partage 98% de son génome, et à certains égards, nous sommes des chimpanzés. Pour des raisons culturelles, pratiques, nous sommes séparés des chimpanzés dans la classification, mais à beaucoup d'égards, nous sommes des chimpanzés. Alors, on en arrive à cette idée que, contrairement à ce qu'avaient pensé Descartes et les cartésiens, l'animal est très proche de nous. Il nous ressemble beaucoup, et notamment les animaux les plus proches de nous, c'est-à-dire les plus céphalisés, les plus, entre guillemets, compliqués sur le plan anatomique. Dans cette ressemblance, il y a un point qui est fondamental, et qui a été souligné notamment par certains philosophes moraux, comme Jeremy Bentham, c'est la question de la sensibilité qui mène à la douleur.
la quasi-totalité des animaux sont des êtres sensibles. Mais alors, il faut bien préciser de quoi il s'agit. Être sensible, ça ne veut pas dire grand-chose. Je rappelle souvent qu'une plante, c'est sensible à la lumière. Une pellicule photo, c'est un être sensible, à la lumière aussi. Il faut bien préciser qu'il s'agit ici d'une sensibilité nerveuse, reposant sur des mécanismes nerveux, et qui peut, on verra tout à l'heure, mener à des mécanismes de douleur ou de souffrance. Si on prend cette définition, très précise, il faut bien se limiter à cette sensibilité-là, à ce moment-là, l'écrasante majorité des animaux sont des êtres sensibles dans ce sens. Pas tous. Il y a des animaux qui ne sont pas sensibles. Les éponges, par exemple, le ver solitaire. Bon. Il y en a quelques rares qui ne sont pas sensibles. L'écrasante majorité a une sensibilité qu'on appelle la nociception, c'est-à-dire la capacité d'avoir des récepteurs dans le corps, en général dans la périphérie, qui vont alerter l'organisme si quelque chose de dangereux se manifeste, une trop grande chaleur, un trop grand froid, une trop grande pression, etc. etc. Et donc se manifester en alertant en quelque sorte l'organisme, et l'organisme va réagir, soit en fuyant, s'il peut fuir, soit en retirant la partie du corps qui est menacée. Et donc ces mécanismes de nociception, on les trouve à peu près chez tous les animaux, depuis les plus humbles comme les huîtres ou les moules, jusqu'aux chimpanzés ou à l'orang-outan. Ou à l'abeille. Il ne faut pas faire de conception linéaire du monde vivant. Lorsque on s'attache maintenant à des animaux plus céphalisés, où le système nerveux donne des structures plus complexes, qu'on peut appeler des ganglions ou des cerveaux, des choses comme ça, on assiste à ce moment-là à l'apparition de deux mécanismes qui sont la douleur et la souffrance. La nociception existe toujours, mais on considère que lorsque la nociception comprend une part d'émotion, on parlera de douleur. Lorsque la nociception comprend une part de cognition, de conscience en quelque sorte, on parlera de souffrance. Alors bien sûr, on verra des exemples tout à l'heure, la question de savoir quels sont les animaux qui ont des mécanismes d'émotion, quels sont ceux qui ont des mécanismes de cognition, pour qu'on puisse parler clairement de douleur et de souffrance. Là, la notion de nociception liée à la souffrance peut être concrétisée par un mot assez commode, qui permet un petit peu de séparer avec les raisins qu'on va voir tout à l'heure, les animaux qui n'ont qu'une nociception brute, réflexe, comme peut-être les moules par exemple, et puis ceux qui ont des nociceptions beaucoup plus compliquées, beaucoup plus cognitives, comme le chimpanzé. Cette notion, c'est la notion de sentience. Il y a beaucoup d'auteurs qui cherchent à... C'est une notion qui vient de l'anglais. Hein. Ça veut dire en gros, nociception plus conscience. Et il y a un certain nombre d'auteurs, dont notamment la vétérinaire Alter Gagnon et Astrid Guillaume, qui est une zoosémioticienne, c'est-à-dire une spécialiste du langage appliqué à l'animal, qui voudrait que ce terme soit concrétisé dans la langue française pour clairement dire justement quels sont les animaux qui, au-delà de la sensibilité nociceptive, auraient une sensibilité consciente. C'est un point assez important, vous le concevez bien. En ce qui concerne maintenant la localisation cérébrale de ces mécanismes, la nociception, elle est partout, elle est dans la peau, on la trouve à peu près partout. Les mécanismes qui contrôlent la douleur et la souffrance sont bien connus sur le plan cérébral chez les animaux vertébrés. Les vertébrés, c'est un groupe très homogène, anatomiquement, qui va des poissons batraciens et reptiles jusqu'aux oiseaux et aux mammifères, et dont l'homme fait partie, bien entendu. C'est un groupe très homogène, vous voyez qu'en regardant un poisson, on voit qu'il nous ressemble, qu'il a des yeux, etc., des membres comme nous, etc. Il est beaucoup plus proche de nous que ne le sont les insectes ou d'autres types d'animaux. Donc dans ce groupe-là, qu'on a bien étudié, on connaît les structures cérébrales responsables de la douleur et de la souffrance. La douleur est portée par un système qu'on appelle le système limbique, qu'on va retrouver chez tous ces animaux, depuis les poissons jusqu'aux êtres humains et aux oiseaux. La souffrance, c'est-à-dire la capacité de conscience, de connaître, d'être conscient de sa souffrance, qu'on peut appeler la sentience, est portée par un système cérébral qu'on appelle le cortex cérébral, et qui lui aussi est commun à tous ces animaux. Il y a eu des controverses, parce qu'il y a différents types de cortex cérébral. Il y a un ancien cortex et un nouveau cortex. Le nouveau cortex existe surtout chez les oiseaux et les mammifères, pas chez les poissons par exemple. Alors il y a un certain nombre de chercheurs dévoyés qui ont dit, puisque les poissons n'ont pas de néocortex, ils ne souffrent pas. Affirmation complètement gratuite, on ne voit pas pourquoi. Et surtout, on peut même ajouter que l'ancien cortex des poissons, comme il n'est pas pris en charge, dominé par le néocortex, il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus actif. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que le poisson n'a peut-être pas la même conscience que nous, il n'y a aucune raison de penser que, puisqu'il a un cortex, il n'a pas de conscience.
Donc voilà ces deux systèmes, qui sont assez bien connus chez les vertébrés. La question reste assez largement ouverte chez les invertébrés. Il y a un groupe d'invertébrés qu'on a bien étudié ces dernières années, et qui se rapproche beaucoup des vertébrés. Ce sont les céphalopodes, comme la pieuvre ou la seiche. C'est un groupe très intéressant parce que sur le plan anatomique, ce sont des escargots transformés, mais sur le plan intellectuel, ils font des choses extraordinaires, très proches de ce que font certains mammifères ou certains oiseaux. Ils utilisent des outils, ils peuvent faire des détours pour aller chercher la nourriture, enfin des tas de choses assez extraordinaires. Ils ont des yeux comme les nôtres, ils ont des mains, pas comme les nôtres, mais ces tentacules qui permettent d'agir sur l'environnement. Bref, c'est un niveau très intelligent, ils ont été beaucoup étudiés, et on a des raisons de penser qu'ils ont des mécanismes de souffrance, qu'ils ont une certaine forme de conscience, de leur environnement au moins, et qu'on trouve des régions de leur cerveau qui correspondent un petit peu au cortex cérébral. Plus délicat, c'est la douleur, parce que on pense, mais là ça n'a pas été vraiment prouvé, c'est à l'étude, qu'ils ont aussi des émotions. On pense que quand ils changent de couleur, par exemple, ça manifeste des émotions, et qu'il y a probablement des régions de leur cerveau qui correspondraient au fameux système limbique. Donc tout ça est à l'étude. Pour des raisons de précaution, et c'est très bien, dans les lois par exemple qui gèrent l'expérimentation, maintenant on protège autant les mollusques céphalopodes que les vertébrés, et c'est très bien. C'est pas le cas partout, hein, notamment en gastronomie. Il y a des cas un peu limites, qui sont à la frontière. Il y en a deux qui ont été soulevés. En particulier, il y a les abeilles et les crustacés les plus évolués, qu'on appelle les décapodes, qui comprennent les homards, les crabes, les bernards l'ermite. Chez les abeilles, le groupe de Jurfa à Toulouse a montré qu'il y avait des capacités cognitives assez élaborées, qu'une abeille peut distinguer par exemple le haut et le bas, qu'elle a des capacités de former des règles cognitives, ce qui pose la question d'une certaine conscience chez les abeilles, ou non. Question à l'étude. Quant aux crustacés décapodes, il y a eu en Angleterre, dans le groupe de Elwood, toute une série de travaux qui ont porté sur les bernards l'ermite. Mais comme l'anatomie est à peu près la même, qui dit quelque chose pour les bernards l'ermite, pense que c'est vrai aussi pour les grands crustacés comme les homards, la crevette, et comme les crabes. Alors, je vous donne un exemple. Elwood étudie des bernards l'ermite. Ceux-ci, vous le savez, vivent dans des coquilles vides de mollusques. Ils préfèrent certaines coquilles plutôt que d'autres. Il y a un choix de coquilles, si vous voulez. Elwood va donner des petits chocs électriques pour créer une aversion de la coquille. En d'autres termes, l'animal aura une appétence pour certaines coquilles, mais une aversion s'il reçoit un petit choc électrique. Et les études de Elwood montrent, selon lui, que ce n'est pas une addition, réflexe de l'appétence pour la coquille versus l'aversion pour le choc. Selon lui, le bernard l'ermite délibère et finit par choisir quelque chose qui lui convient. Cette notion de délibération, selon Elwood, c'est lui qui a étudié ces animaux, il considère qu'il y a une certaine forme de conscience chez ces animaux. Ici encore, question à l'étude. Donc on peut dire que dans l'état actuel des choses, les céphalopodes sont en train de gagner leur respect en tant qu'équivalent des vertébrés, et que pour certains insectes évolués, ou pour certains crustacés évolués, la question reste posée, et qu'on a en quelque sorte le bénéfice du doute. Et j'en arrive à mes dernières réflexions qui, de la science, vont passer à l'éthique. Si effectivement les animaux ne sont plus les animaux post-cartésiens qu'on croyait, des automates, des machines, si effectivement ils ont des capacités de sensibilité qui peuvent être qualifiées de douleur ou de souffrance comme nous-mêmes, ne faut-il pas les traiter mieux que nous les traitons? Je rappelle que cette notion est appliquée aux animaux maintenant, mais qu'elle a même été appliquée à l'homme. Je rappelle que jusqu'aux années 80, comme les nourrissons humains ne protestaient pas, qui ne parlaient pas, on les traitait en chirurgie sans anesthésie. Puisqu'ils ne parlent pas, c'est qu'ils ne souffrent pas. On est beaucoup revenu de cette notion, mais c'est assez récent. Donc la même question se pose aux animaux qui ne parlent pas, mais comment faut-il les traiter, puisque la science montre que par toutes sortes de méthodes, qu'ils ont des mécanismes de nociception très développés, et surtout, dans certains cas, de douleur et de souffrance. La morale, qui vise justement au respect des individus, la morale traditionnelle, s'intéressait essentiellement aux hommes. Les morales, il faudrait dire, parce qu'il y a des morales de type varié, c'était des morales qui étaient essentiellement anthropocentrées. Et puis, il y a eu, assez récemment, un certain nombre d'auteurs, des utilitaristes comme Bentham, des penseurs plus qu'anciens comme Schopenhauer. Je fais une fleur de style parce qu'il n'était pas du tout un ami de Kant, mais enfin, il avait des conceptions plus en principes généraux. Donc ces auteurs-là ont défendu l'idée qu'il y avait une morale non seulement vis-à-vis des hommes, mais aussi peut-être vis-à-vis des animaux. Et puis récemment, là vous êtes bien placé pour le savoir dans cette salle, il y a aussi des morales vis-à-vis de l'environnement. Doit-on faire n'importe quoi avec l'environnement? N'y a-t-il pas une présence de l'environnement qui nécessite une nécessité morale? Et du coup, beaucoup d'auteurs actuellement, et vous en aurez probablement des exemples dans le débat d'aujourd'hui, demandent à ce qu'il y ait une morale plus unitaire,
qui respecterait à la fois les hommes, les animaux, l'environnement. Pas exactement de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il faut traiter les animaux comme les hommes ou l'environnement comme les animaux exactement. Il faut mettre chacun à sa place, si j'ose dire. L'une des meilleures façons de le faire, à mon avis, c'est la Déclaration universelle des droits de l'animal, qui a eu plusieurs formulations. La dernière en date est celle de 1989. Et dans cette déclaration, on considère qu'il faut respecter les animaux, leur donner des droits, parce que dans une société comme la nôtre, qui est une société de droit, même celui qui n'aime pas les animaux doit être contraint de les respecter par des lois ou par des règlements. Cette conception dit aussi que les animaux ne sont pas tous équivalents, qu'ils ont des besoins qui diffèrent, que le besoin de la moule ne sera pas seul le besoin du chimpanzé et qu'il faut en tenir compte. Qu'il faut aussi tenir compte des équilibres naturels, que l'homme n'a pas a priori à intervenir lorsqu'il y a un conflit, par exemple, entre un tigre et un daim, que ce n'est pas fondamentalement son problème. Et enfin, dernier point, cette déclaration, qui est une déclaration des droits de l'animal, se distingue clairement de la déclaration des droits de l'homme. Il y a un point qui est très important, c'est que ceux qui pensent qu'il faut donner des droits aux animaux pour les raisons que je viens d'évoquer, des raisons justement qui tiennent à leur sensibilité, mais qu'il ne faut pas confondre droit de l'animal et droit de l'homme. Si on met il y a des gens qui demandent ça. Si on met la main là-dedans, alors là, on s'oriente vers quelque chose dont on ne pourra plus sortir. Donc, donnons des droits aux animaux, bien entendu, en fonction de leurs espèces, en fonction de leurs besoins, mais ne confondons pas cela avec les droits de l'homme. Je vous remercie. Est-ce qu'on passe à des questions ou pas? Allez, on a un quart d'heure d'avance. On a un quart d'heure, je vais faire un quart d'heure. On a un quart d'heure d'avance, allez. Donc il y a des questions, sinon on mettra le salon en récréation. Oui. Monsieur, ce sera sur la dernière intervention. Oui. Vous venez de dire qu'il ne fallait absolument pas mettre le doigt ou le bras Oui. dans le rapport droits animaux et droits humains. En quoi est-ce un risque? D'abord parce que les droits de l'homme, c'est pas les droits de l'animal. Les droits de l'homme, dans les droits de l'homme, il n'y a pas seulement le droit du respect de la souffrance. Si vous voulez. L'animal, le but du droit de l'animal, c'est de respecter sa nociception, sa douleur, sa souffrance. Dans les droits de l'homme, il y a le droit à l'éducation, il y a le droit tas d'autres droits, le droit de vote, qui sont pas, on ne voit pas l'animal voter, si vous voulez. Donc je pense que le danger, il est là. Le deuxième danger que je vois, c'est que si on commence à dire que c'était équivalent à l'homme et l'animal, jusqu'où va-t-on s'arrêter? Je vous donne un exemple. Il y a un groupe qui a proposé de donner les droits de l'homme aux chimpanzés. Le projet Grange Singe, dont vous avez dû entendre parler. Je suis un ami extraordinaire des chimpanzés. Je pense qu'il faut les respecter absolument, et malheureusement, ils sont mal partis. Mais je pense qu'il ne faut pas donner aux chimpanzés les droits de l'homme. Pour les raisons que j'évoquais, parce qu'un chimpanzé ne vote pas d'abord, mais surtout, si on dit, ah mais on leur donne parce qu'un chimpanzé, l'argument c'est, un chimpanzé adulte est plus évolué psychologiquement qu'un bébé humain. Oui, mais alors il n'y a plus de raison de s'arrêter. Un macaque adulte c'est plus évolué qu'un chimpanzé nouveau-né. Ensuite, comment est-ce qu'on pourrait dire, un loir adulte c'est plus évolué qu'un macaque nouveau-né, et ainsi de suite. De fil en aiguille, on met tout le règne animal dedans, et on ne distingue plus. Je crois que la notion de droit de l'animal, et donc là elle n'est pas en contradiction avec les droits de l'homme, c'est de donner à chaque espèce les droits dont ils ont besoin. Et donc les droits de l'homme ayant un besoin particulier, ça donne un statut particulier aux droits de l'homme. Dernier argument, qui est spéciste celui-là. Hein. On critique beaucoup le spécisme. Si vous voyez un tigre et un daim en train de se battre, moralement l'homme n'a pas à intervenir pour le daim ou pour le tigre. En revanche, si vous voyez un homme et un tigre en train de se battre, je maintiens que pour des raisons de défense de l'espèce, j'interviendrai en faveur de l'homme par rapport au tigre. Bien sûr que je suis d'accord avec vous que le tigre a le droit de manger. Mais néanmoins, j'interviendrai dans ce cas-là pour les droits de l'homme et en défaveur du droit de l'animal. Alors ça a une conséquence. Là, ça paraît, dans le cas du tigre, ça paraît caricatural, si vous voulez. Ça a une conséquence, c'est l'expérimentation animale. Où là, l'expérimentation animale, l'homme défend ses droits propres par rapport au droit de l'animal. L'animal de laboratoire, il n'a pas tellement envie de se faire expérimenter, si vous voulez. Donc, je maintiens que, dans ce cas particulier, il faut défendre les droits de l'homme à la santé par rapport aux droits de l'animal, en dérogation. Alors, tout à l'heure, il y aura une table ronde justement sur le droit. Là, Georges a exprimé son point de vue. Les juristes auront peut-être un point de vue différent, je ne sais pas. On va continuer ce débat-là tout à l'heure lors de la dernière table ronde. Oui, très bien. Je voulais poser une question en fonction du changement climatique, des températures. On n'entend pas. Non. Question le changement climatique, alors on ne vous entend pas bien. Formez la question, je vais la répéter. En fait,
Ce que je voulais savoir, c'est apparemment les animaux ne transpirent pas. Alors, que se passe-t-il pour ces bestioles quand la température augmente? Alors là, j'ai pas beaucoup de raisons. D'abord, je pense qu'il y a certains animaux qui transpirent. Hein. Ça dépend lesquels. Les chevaux transpirent, par exemple. Oui. Il y a d'autres animaux qui réagissent. Par exemple, les animaux du désert ont des façons d'économiser l'eau de façon assez extraordinaire. C'est pas la transpiration, mais il y a des économies énergétiques de l'eau qui sont extraordinaires dans les animaux désertiques, par exemple. Alors, je sais pas ça c'est pas mon domaine. Je sais pas quels sont les animaux qui transpirent. Ceux qui transpirent pas. Ce qu'on peut dire, c'est que le changement climatique va bouleverser un certain nombre de groupes d'animaux. Et il est clair que le changement climatique va aboutir à la disparition d'espèces. Il ne peut pas en être autrement. Oui, s'il vous plaît. Lorsqu'une abeille va nous piquer, a-t-elle conscience qu'elle va mourir? Personne n'en sait rien. Il faut être dans la tête de l'abeille. De toute façon, alors personne n'en sait rien, alors formuler comme ça. Ceci dit, elle en a probablement conscience, j'imagine qu'elle peut en avoir conscience et qu'elle considère que, là j'en crois pas mon fils, hein, parce que pour sa ruche c'est bien, c'est sa fonction d'abeille de larguer son dard, de mourir pour la ruche, j'ai envie de dire. Encore une fois, la sensation qu'a l'abeille elle-même, c'est très difficile. Quand j'ai dit tout à l'heure que Jurfa avait pensé qu'il y a des règles, que l'abeille a un certain type d'intelligence, si j'ose dire, on peut leur apprendre des choses aussi, hein. Il y a un certain type de mémoire, donc il y a un minimum de conscience. Je ne pense pas que ça soit une conscience réflexive au point que vous évoquez là. Il y a une question au fond, à droite. Enfin, à ma droite. Oui. Oui, donc, bonjour. Donc, je voulais vous demander, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on fait partie du règne animal. Et en fait, on a décidé de manière arbitraire de mettre l'homme d'un côté. Oui, bien sûr. Et de l'autre, on a décidé de mettre de Maury jusqu'à lui, tous les animaux. Oui, bien sûr. Donc, vous avez dit, donc, les hommes, donc le droit de Oui, l'homme, et les animaux, le droit des animaux, de l'animal. C'est très Oui. difficile. C'est une très bonne remarque, en ce sens que pour des raisons de commodité, on dit en général l'homme et les animaux. C'est évidemment absurde, bien entendu, puisqu'il y a une grille, on est beaucoup plus proche des chimpanzés que le chimpanzé n'est proche de l'huître, par exemple. Vous avez tout à fait raison. Il y a un échelon, enfin, un échelonnage des animaux avec des performances, des besoins tout à fait différents. Et effectivement, il serait logique, si on raisonnait comme ça, de dire les chimpanzés, d'ailleurs pourquoi l'homme, hein, les chimpanzés, il y en a les trois chimpanzés, il y a le bonobo, le chimpanzé ordinaire et l'être humain. Donc, alors effectivement, comme nous sommes des hommes en tant qu'espèce, on a tendance à défendre notre espèce, bien entendu. Mais vous avez tout à fait raison. C'est absurde, logiquement, de dire l'homme et les animaux. C'est un continuum d'animaux extrêmement différents, qui ont chacun des besoins propres, etc. Et dont deux groupes essentiels, avec les limites que j'évoquais pour les crustacés et les insectes, un groupe d'animaux que la nociception, qui sentent, qui sont sensibles, et puis un autre groupe d'animaux qui sont non seulement sensibles, mais conscients, sentients. Et ça, les besoins ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Mais vous avez tout à fait raison. Et j'ai une autre question, en fait. Vous avez dit que Descartes, en fait, c'est au fur et à mesure des expériences sur les animaux qu'on a découvert qu'ils étaient comme nous. Alors, la question, c'est, en fait, comment il a pu justifier la vivisection, dans la mesure où, soit ils sont comme nous, et c'est complètement amoral, soit ils ne sont pas comme nous, soit ils ne sont pas comme nous, et à ce moment-là, ça ne sert à rien. Oui, alors ça c'est une réflexion vue de nos jours, si vous voulez. Je ne veux pas tellement disserter sur Descartes, qui n'a pas beaucoup travaillé sur la biologie. Le personne qu'il faut interroger, c'est Claude Bernard. Alors Claude Bernard, il dit clairement, il y a une coupure, les animaux c'est des sortes de machines, enfin il ne le dit pas comme ça, mais il prend la position cartésienne, il y a une coupure, la religion nous dit qu'il faut respecter l'homme et pas l'animal, c'est la religion de Descartes, et donc, à partir de là, on fait ce qu'on veut. Ce n'est qu'ensuite que, petit à petit, on s'est aperçu qu'ils fonctionnaient comme nous. Pour Descartes, et même pour Claude Bernard, ils ne fonctionnent pas comme nous. Ils ont certains mécanismes communs, mais ils n'ont en aucun cas des mécanismes de sensibilité et de pensée. Ce sont en quelque sorte des machines vivantes, si j'ose dire. Donc, la question que vous posez, elle est très légitime de nos jours. Par exemple, pour l'expérimentation, qui pose beaucoup de problèmes moraux, que je ne vais pas développer ici, si vous voulez, on considère que, d'une part, les animaux sont suffisamment, je prends les souris par exemple, suffisamment proches de nous pour donner des modèles viables pour nos médicaments, pour faire dormir ou ce que vous voudrez, ou combattre l'épilepsie, mais en même temps suffisamment loin pour que le problème moral ne se pose pas. C'est pas si simple, vous avez raison. Mais ça, c'est une question moderne. On va prendre une dernière question, et puis après on va passer à la table ronde suivante. Bon, déjà merci aux organisateurs de cet après-midi. Une remarque et une question. La première,
Je ne reviens pas sur l'histoire du tigre et de l'individu. Si l'individu est un chasseur qui cherche le trophée et qui se fait attaquer par le tigre, je ne suis pas sûr que moi-même j'irai défendre le chasseur. Je suis clair. On peut faire la remarque aussi si on trouve le tigre et Hitler, par exemple. Voilà. Les propos que vous avez tenus, notamment sur le plan des conceptions philosophiques, m'amènent aussi à une réflexion en termes économiques sur le développement économique. Je me demande si l'évolution notamment de l'animal par rapport et à l'esclavage et par rapport au non-esclavage n'a pas changé la donne. Je m'explique. Lorsque l'on regarde les sociétés anciennes, avant même que l'animal soit utilisé en tant que force de travail, je ne parle pas en tant que nourriture, je parle de force de travail, c'était l'esclavage humain. La religion chrétienne, on ne peut pas forcément le lui reprocher de ce côté-là, a aboli l'esclavage, même si elle a été maintenue sous d'autres formes. Enfin, l'esclavage a été aboli, et donc il fallait quand même, non plus des bras, mais il fallait une force physique pour pouvoir faire un certain nombre de travaux. Et ce fut l'animal. L'animal a remplacé, d'une certaine façon, l'humain dans les forces et dans les travaux les plus pénibles. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde... S'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'on peut poser une question? Non, mais Parce que là, je voudrais voir le lien. Je voudrais voir le lien si notre conférencier parce que maintenant, c'est la force se retrouve d'accord sur cette idée, alors qu'aujourd'hui, c'est les machines qui remplacent, et donc l'animal n'a plus la même utilité. Ce qui explique peut-être que nous avons un engagement par rapport à l'animal que nous n'aurions pas eu nous-mêmes il y a peut-être un siècle ou 2 siècles. Je suis d'accord avec ce que vous dites, tout à fait. Le développement des machines fait qu'on a beaucoup moins besoin de travail animal, et sur ce plan-là, le cycle animal peut s'améliorer très facilement. Mais comme vous l'avez dit aussi, il y a d'autres utilisations, comme par exemple la consommation carnée et les élevages industriels, qui eux sont des abominations qui continuent.